Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Club Sport en France, l'émission qui, chaque semaine, met en avant une fédération sportive. Cette semaine, c'est une fédération qui nous envoie en l'air très régulièrement, qui nous propose surtout des images magnifiques, qui nous fait l'amitié d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous parce que quelques-uns de ses éminents membres sont parmi nous, la Fédération française d'aérostation. Et je vous assure que les garder sur le plancher des vaches est une gageure. Et ils sont avec nous avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. D'abord, à distance, le président de cette fédération, Olivier Cuno, est avec nous depuis le Jura, je crois, c'est ça ? C'est ça, oui, depuis Dole. Olivier, de vous rencontrer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Et votre fédération, comment vit-elle cette séquence-là ? Eh bien, on est impatient qu'on tourne la page du Covid et reprendre un peu nos vols et quitter le plancher des vaches. Le fameux plancher des vaches, comme Laure de Coligny, pilote qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour. Championne de France, que vous fûtes, que vous êtes toujours en tout cas pilote. Ça c'est une certitude. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas seul en plateau, bien accompagné avec Clément Séjou aussi qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Clément, la Montgolfière, ça vous gagne aussi, champion de France également. Hein, un vrai bon et grand pilote. D'ailleurs, on n'a que des compétiteurs et des organisateurs aussi qui sont avec nous. Alex Béja est avec nous également aussi. Bonjour Alex. Enchanté. Alors vous avez la particularité d'officier en montgolfière, mais aussi ballon à gaz, je crois. Tout à fait. Vous nous expliquerez cette nuance tout à l'heure ? Deux disciplines différentes, on en parle. Super, avec plaisir, avec plaisir. Et puis également pour compléter ce casting XXL, Angélique Quentin nous accompagne. Comment ça va Angélique ? Bonjour, ça va très bien. Alors vous faites partie des mesureurs, en tout cas team de mesure. Vous êtes dans l'organisation des compétitions pour faire en sorte que l'attribution des victoires ne se fasse pas au nez, au jugé, mais avec des chiffres, des données. Et puis également, vous êtes réalisatrice, vous êtes vidéaste et vous avez réalisé un documentaire qui va s'inscrire dans une soirée spéciale sur Sport en France, puisque à l'issue de ce Club Sport en France spécial aérostation, vous découvrirez les coulisses des championnats de France de montgolfière qui se sont déroulés l'an dernier. On a pu les avoir malgré cette séquence Covid, on en parlait avec le président et vous aurez l'occasion de découvrir l'intérieur et la gestion des émotions de chacun des protagonistes, quelques-uns d'entre eux en tout cas. Sans plus tarder, la première rubrique de cette émission, c'est parti ? Allez, on décolle, l'objet du désir. Ici en plateau parce que c'est à gauche, c'est assez caustique. L'objet du désir, c'est vraiment pour un objet qui fait partie de votre quotidien en tant que pilote, pour un petit peu rentrer dans votre discipline pour les béotiens qui, comme moi, découvriraient et auraient envie peut-être de s'initier durant cette émission, durant votre documentaire Angélique. Et ce premier objet, on va le découvrir grâce à vous, Clément. C'est une boussole. Alors, qu'on aurait pu évoquer dans plein de disciplines d'orientation. Est-ce que vous pouvez la prendre dans les mains, cette boussole, et nous dire quand et comment elle vous sert, tout basiquement ? Ça paraît naïf de ma part, mais voilà, la boussole, c'est un cap une fois qu'on est envolé ou ça se décide aussi au sol ? En fait, on va d'abord l'utiliser au sol. D'accord. Afin de mesurer la direction du vent. Parce qu'en fait, comme la montgolfière ne se dirige pas, on est poussé par le vent, on veut savoir dans quelle direction on va aller, donc en fait, dans quelle direction va le vent. Et le moyen de mesurer ceci, c'est d'utiliser un petit ballonnet, qui est mon deuxième objet, gonflé à l'hélium, qui lui va monter, et en fait, en montant, il va prendre la direction du vent, et je vais regarder dans ma boussole dans quelle direction va le ballonnet, et je vais donc savoir la direction du vent. Et donc je vais pouvoir planifier mon vol, et je vais pouvoir savoir dans quelle direction va aller la montgolfière. Et l'intérêt aussi de ces ballonnets qui va monter, c'est que la direction du vent change avec l'altitude. Et donc je vais pouvoir voir les différents courants de vent pour savoir précisément dans quelle direction on va aller et surtout quelle altitude je vais placer mon ballon pour utiliser le bon courant de vent. Alors, selon les couches de vent, les strates, les ascendances, j'imagine, des choses comme ça, des termes comme ça, on ne peut donc pas savoir
au moment où vous vous lancez, Alex, Laure, quel point va être votre point B en fait? C'est ça que nous dit Clément en quelque sorte? Exactement, on ne connaît pas le point d'atterrissage au moment où on va décoller. On va naviguer avec les vents pour rallier une cible et on va aussi choisir notre terrain d'atterrissage en fonction des vents. D'accord. Ah oui, donc on est vraiment dans quelque chose qui est complètement dépendant et ouvert sur la nature. On est sur une approche qui est un peu arbitraire en fait, quelque part. On se laisse porter. C'est du lâcher-prise. Clairement, clairement. Et donc ça, c'est valable pour deux disciplines principales qu'héberge la fédération, président, à savoir la montgolfière et le ballon à gaz. C'est les mêmes contraintes. Si je vous demande comment on vole, ce sera les mêmes conditions? C'est pas les mêmes conditions d'utilisation du matériel. Par contre, c'est les mêmes conditions dans lesquelles se retrouvent nos ballons. On doit jouer avec les éléments, avec les vents, et donc on se retrouve exactement dans les mêmes conditions pour ces deux disciplines que sont la montgolfière et le ballon à gaz. On a une troisième discipline qui est le dirigeable, mais qui lui se dirige, donc qui est très une infime part de notre activité, malheureusement en France. Mais les deux principales, donc ce qu'on appelle le ballon, c'est-à-dire le ballon à air chaud et le ballon à gaz, c'est deux activités qui subissent, on va dire, le vent, et donc qui se laissent porter par le vent. Et donc il faut savoir naviguer en utilisant au mieux les différents courants. Donc, on pilote une montgolfière, si j'ai bien compris, en ayant connaissance de tout cela. Mais j'imagine que quand on veut obtenir son brevet de pilote, il faut autre chose que de savoir comment vont les vents. Et comment et où ils vont vous emmener, n'est-ce pas? J'imagine. Quelles sont les conditions d'apprentissage de qualité de pilote, Laure? Tout d'abord la patience, parce qu'effectivement il faut analyser la météo avant de décoller, comme l'expliquait Clément tout à l'heure, les vents, les conditions météorologiques. Il faut également connaître les conditions de vol en termes d'espace aérien, donc dans quel espace nous avons le droit d'évoluer ou pas avec notre aéronef. Et également maîtriser l'engin, la gestion du gaz et l'anticipation. C'est vraiment une vraie qualité, en tout cas en tant que pilote, pour pouvoir anticiper les vents, les évolutions de météo et gérer son vol du début à l'atterrissage. Donc là, on déconstruit pas mal d'images d'Épinal. Moi, je vois des montgolfières l'été dans les ciels de vacances notamment, et ça nous amène vers une certaine oisiveté. On imagine les personnes dans la nacelle en train d'écrire des poèmes. En fait, c'est tout sauf littéraire, c'est même plutôt mathématique, les notions qu'il faut avoir, si je comprends bien, en aérologie, en plein de choses, non, Alex? Je dirais pas qu'il faut avoir des notions de mathématiques. Tout s'apprend. Tout s'apprend, on part de rien, on est suivi par un instructeur qui va nous donner les bases, météo, les bases espace aérien, tout ça. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances ou d'avoir fait des études pour pouvoir être pilote de ballon. Alors, on a dit cette montgolfière, ce ballon suit donc les orientations du vent. À quel moment sert ce gaz ou quand on a cette flamme qui nous fait gonfler donc cette enveloppe, c'est ce mécanisme-là qui nous permet justement derrière de voler. Comment ça fonctionne un petit peu de manière scientifique, tout ça, pour essayer de le vulgariser? Alors donc, la différence entre la montgolfière, ça va être le gaz qui va être notre carburant, qui va nous permettre de réchauffer l'enveloppe grâce à la flamme. Ça va nous donner cette autonomie qui va être plus ou moins restreinte. Et le ballon à gaz, donc là par contre le gaz est complètement enfermé dans une enveloppe. Et notre carburant, ça va être le sable. Donc l'équivalent du propane dans la montgolfière, ça va être le sable pour le ballon à gaz. D'accord. On voit des schémas un petit peu scientifiques. On parle de poussée d'Archimède aussi, fatalement, dans ces données-là. Et pour faire avancer donc, notre montgolfière ou notre ballon à gaz. On voit comment on vole. On a tenté de le comprendre. Comment on rentre dans ces disciplines? Clément, tiens, comment on devient pilote de montgolfière?
Est-ce qu'on tombe dedans quand on est petit? Exactement. Ouais. Je pense que c'est le cas. C'est le cas pour Laure, Alex et moi-même. Mon père est pilote et puis j'ai fait mon premier vol. Il m'a emmené dans la nacelle. J'avais 3 ans et ça m'avait fasciné. Et puis à 17 ans, a commencé à prendre des leçons pour voler. Et j'ai eu mon brevet comme ça de pilote avant mon permis de conduire. Après, c'est une passion qui nous lâche pas, mais c'est pas parce qu'on est, par exemple, fils ou fille de pilote qu'on va forcément être branché. Moi, je vois par exemple ma sœur, elle n'est pas du tout intéressée. Donc ça dépend vraiment, je pense, des personnes et de ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui se transmet essentiellement en famille, parce que c'est quelque chose aussi qui n'est pas très courant. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été en tout cas plus simple comme ça. Mais il y a des gens qui tombent dans ce milieu par hasard. Il y a des outils donc techniques, la boussole, peut-être des instruments un petit peu plus modernes, notamment en compétition. On aura l'occasion de revenir. Sinon, les équipements nécessaires pour un vol, voire pour un baptême, pour équiper cette montgolfière ou ce ballon. Donc il y a cette enveloppe, il y a la nacelle, des choses pour lester peut-être. Qu'est-ce qu'il faut en fait dans une nacelle quand vous partez comme ça avec la voiture? Vous avez besoin de quoi? Les bouteilles de gaz dont on parlait tout à l'heure, du propane donc. Le ventilateur qui va nous permettre de ventiler l'enveloppe donc au moment du gonflement pour ventiler d'air froid avant de brûler du propane justement pour insuffler de l'air chaud et que le ballon se redresse. Et puis tout simplement la nacelle, les passagers et c'est tout. Et donc une personne, parce que c'est évidemment une équipe, donc une personne qui va nous suivre en voiture pour venir nous chercher sur le point d'atterrissage à l'issue du vol. Et oui, effectivement, et ça en compétition, on va le voir tout à l'heure, c'est assez essentiel, c'est même prépondérant dans une team de 4, hein. Du coup en compétition 4 ou 5, ça dépend. En tout cas, on verra que cette partie aussi technique au sol est super importante, et au sol en compétition, il y a des profils comme Angélique aussi, hein, qui donc est chargée de mesurer, ces mesureurs qui travaillent pour valider en fait ce qui se passe pendant les vols et garantir que finalement ce qu'on ait pu voir au jugé soit avéré, quoi. C'est ça, les équipes de mesure, donc les EDM, qui font partie donc du membre officiel de la fédération. Je dirais que c'est un peu les yeux de la direction des vols, puisque la direction des vols, c'est elle qui donne les épreuves en fonction des vents, enfin des conditions météo. Et donc une fois que les épreuves sont définies, souvent il y a des épreuves physiques donc, qui se matérialisent par une cible qui est posée dans des champs, bien souvent. Et en fait, cette cible est donc, comme son nom l'indique, la cible pour les pilotes, pour qu'ils puissent après, eux, lancer ce qu'on appelle un marqueur. J'anticipe peut-être sur la présentation. Mais en tout cas, les pilotes donc, doivent lancer le marqueur le plus proche du cœur de la cible. Et une fois que l'épreuve est terminée, donc les équipes de mesure vont dans les champs et mesurent à partir du cœur de la cible jusqu'au l'endroit où le marqueur a été lesté. Donc parfois c'est très proche du cœur et parfois c'est un peu plus loin, dans une zone donnée. Et donc une fois qu'on a rapporté toutes ces mesures, on les ramène aux scoreurs qui vont eux ensuite analyser les résultats des pilotes. Donc on est vraiment actif pendant le vol, pas en l'air mais au sol. Tout ce backup, toute cette coulisse, on le voit d'ailleurs très très bien dans votre documentaire qui succédera à notre émission. Président, je sais que vous êtes fraîchement élu. Est-ce que ce qui a participé justement de ce documentaire et de cette volonté de travailler autour de la compétition de ces championnats de France, c'était justement d'essayer de sensibiliser les gens? Ça a été mon cas en tout cas à cette coulisse qu'on ne connaît pas quand on n'affronte pas la compétition au quotidien en montgolfière. Absolument, mais on est un sport qui est très très visible. Alors malheureusement, il l'est pas depuis le début du Covid et voilà, c'est un peu la difficulté que la fédération connaît depuis le Covid, mais même un peu avant, c'est-à-dire que Là, dans les régions où vous avez un club dynamique, vous voyez des ballons qui volent régulièrement, et bien on arrive à faire connaître ce sport et à développer un peu cette pratique auprès de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs.
Mais dans des régions où il y a peu de clubs installés, c'est difficile de faire connaître un peu ce sport. Et donc la proposition d'Angélique de faire un documentaire qui permette un peu de faire connaître alors, la montgolfière en général et la pratique sportive en particulier, c'est une très bonne chose. Et bon, quand on avait pris un peu cette décision, le Covid n'était pas là. Depuis qu'on a le Covid, clairement, c'est quelque chose qui s'avère nécessaire, hein, puisqu'on voilà, ce qui attire les gens à la pratique de la montgolfière, que ce soit des passagers, mais même des gens qui veulent devenir pilotes, c'est parce qu'ils voient des ballons. Alors certes, on est tous là un peu tous réunis en ayant des familles autour de nous qui étaient dedans et qui nous ont permis de baigner dedans, mais ceux qui viennent pour la première fois à la pratique de la montgolfière, c'est parce qu'à proximité d'eux, ils voient régulièrement des ballons et donc on a besoin d'en montrer, quoi. Vous avez évoqué il y a quelques minutes un petit peu la différence entre la montgolfière et le ballon à gaz. Alex, autre donc aérostat, hein, parce que Fédération française d'aérostation, c'est parce que ces engins sont des aérostats, effectivement. Cet engin-là, donc vous nous avez expliqué en quoi il pouvait se différencier. D'un point de vue technique ou performance, est-ce qu'il vole plus haut? Est-ce qu'il vole plus longtemps? Quid de cette discipline que je pense beaucoup ne connaissent pas ou moins? Oui, la différence, ça va surtout être l'autonomie de l'engin, où sur une montgolfière, on va être limité par les cylindres de gaz. On ne peut pas forcément embarquer tout le gaz qu'on veut, parce qu'on est limité en poids. Le ballon à gaz, contrairement à l'air chaud, on va pouvoir voler plusieurs jours, je dirais. On a une autonomie vachement plus importante. Ça se compte en dizaines d'heures, 40 heures, 48 heures? J'ai fait un vol d'environ 70 heures. Il y a 2 ans, donc pour la Gordon Bennett. Donc c'est 3 jours, 3 nuits dans une nacelle, ouais. Et on avait encore un petit peu d'autonomie, donc voilà, c'est la différence. On peut aller voir plus loin avec les ballons à gaz, si on veut, entre guillemets. Donc là, on a des images d'ailleurs de cette Gordon Bennett qui est une course. Est-ce qu'on peut dire que son nom transcende finalement la discipline, comme les 24 heures du Mans va dépasser, on va dire, le fait qu'on parle de voitures d'endurance. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la plus vieille compétition aéronautique, hein, la Gordon Bennett. Il existe depuis 1906, il me semble. Ouais. Si je ne me trompe pas. On serait deux alors. Et donc, oui, voilà, on peut aller voir plus loin. C'est une coupe très prestigieuse. On est tous là au sol quand on est jeune pilote et pilote encore à essayer de suivre cette compétition, suivre tous les ballons qui sont en l'air. On est fasciné. Chaque année, on n'attend qu'une chose, c'est suivre cette course et comprendre les stratégies et voir qui c'est qui va aller le plus loin et espérer gagner, bien sûr. Et donc cette partie, alors départ de nuit, le jeu de mots est facile, mais est-ce que la partie d'ombre, entre guillemets, du travail de l'ombre, de préparation du ballon, du préparation des stratégies, des briefings, est encore plus importante sur des distances et des durées aussi longues? Complètement. Ouais. Me concernant, donc sur ma Gordon Bennett, nous, on est 2 à bord dans la nacelle, mais j'ai envie de dire, on est un peu comme des pantins. On va exécuter ce que nous demande de faire l'équipe au sol, le PC course de l'équipe de France. On a 2, ce qu'on appelle des routeurs, qui vont nous guider jour et nuit, à nous donner les infos de vent, météo, s'il faut monter, s'il faut descendre, changer de stratégie éventuellement, contourner en espace interdit, en aéroport, transiter en aéroport où il y a beaucoup de trafic. Voilà, c'est eux qui font tout le vol. Pour moi, c'est mes anges gardiens. Ils m'ont fait le vol de A à Z. J'ai juste été en pantin à exécuter. Le pilote est un escroc, c'est ce qu'on est en train d'apprendre sur Club Sport en France. Non, mais du coup, concrétiser toute cette partie, on va dire, de l'application en nacelle, elle consiste finalement en quoi? C'est pas compliqué, que ce soit une montgolfière ou du ballon à gaz. On va chauffer pour monter et laisser refroidir pour descendre. On va lâcher du lest pour monter et libérer du gaz pour descendre. Donc en soi, les actions, elles sont pas compliquées. Ça va être juste finalement la précision à atteindre la bonne altitude pour avoir le bon vent, le bon cap et la bonne direction.
Président, on parle, c'est vrai, plus communément de la montgolfière, avec une partie aussi compétition qui est là, dans les deux cas pour ces aérostats. Qu'en est-il justement du ballon à gaz niveau compétition en France ? Alors la compétition en termes de ballon à gaz, c'est la course Gordon Bennett, en gros, essentiellement. Et je suis content qu'il y ait cette mise en lumière de notre sport, parce que cette course de ballon à gaz, ce qu'on appelle la Gordon Bennett, c'est l'équivalent des transatlantiques en bateau, les courses en bateau qu'on peut connaître, qui sont hyper médiatisées, qui sont très connues. On a quand même l'avantage, nous, d'être en 3D. Eux, ils sont en 2D. Ils sont hyper suivis. Nous, on est en 3D. C'est encore plus intéressant. Et on n'arrive pas à faire connaître suffisamment encore cette pratique. Et donc, je suis super content qu'on en parle aujourd'hui. En tout cas, c'est très bien. Merci. Mais on peut, sans mauvais jeu de mots, encore augmenter la voilure, Président. On en reparle. Et on pourra en rediscuter après avoir notamment évoqué la fédération de manière générale, Fédécodage. Alors, je vous ai tout à l'heure demandé comment allait cette fédération, jeune président, mais de manière un petit peu plus précise. Racontez-nous un petit peu peut-être le maillage territorial, comment s'organise un petit peu la fédération. J'imagine que le baptême, la pratique loisir est certainement prépondérante dans la santé à la fois économique et dans la vie des clubs. Combien de clubs, combien d'adhérents ? En gros, on est une fédération avec un peu plus de 80 clubs. On a entre 700 et 800 adhérents qui pratiquent régulièrement. Après, le maillage en France, je dirais, il n'est pas forcément tout à fait réparti de la même façon. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est que ça se développe. Plus on voit des montgolfières, plus l'activité se développe. Et donc, dans les secteurs... dans certains secteurs de France où la montgolfière a été beaucoup mise en lumière, il y a beaucoup de clubs, les clubs se sont développés et ça marche et ça fonctionne très bien. On a malheureusement des régions où ça n'a pas encore pris et donc il faut qu'on fasse connaître un peu cette activité un peu partout. Donc le développement, cette communication-là, c'est l'axe de développement qui fait votre mandat, en tout cas où vous aspirez à ça ? Ah bah oui, c'est se tourner vers les jeunes et les aider à accéder à cette pratique via les clubs, parce que on a un sport quand même qui nécessite un matériel important et donc l'accès à cet équipement, essentiellement pour que ça soit indolore entre guillemets, c'est par le biais de clubs, et donc c'est essayer par l'intermédiaire de ces clubs, d'attirer un peu cette jeunesse et leur faire découvrir que ce sport est juste magique. Une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont découvert ça, ils nous quittent plus, mais il faut qu'on arrive à les faire venir au sein des structures. Alors, imaginons demain, je vous ai un peu, vous écoutez religieusement le président, je le sens. Demain, admettons, par le plus grand des hasards, Angélique veut passer son brevet de pilote. Moi, j'ai adoré un baptême, j'ai envie, voilà, par exemple. Comment on peut faire ? Il y a un âge minimum, on peut être mineur. Je vois qu'il y a des championnats du monde junior, notamment, on a quelques images, donc j'imagine que non, on peut le faire très tôt. Effectivement, on peut commencer à apprendre en étant mineur. Avant 18 ans, comme on l'a fait avec Clément. Passer son brevet, nous, on l'a eu à 17 ans. Donc effectivement, on peut commencer avant l'apprentissage. Il suffit de se rapprocher d'un instructeur. Donc on peut se rapprocher de la fédération qui oriente vers les différents instructeurs qu'il existe en France pour pouvoir justement faire cette pratique. Donc il faut faire un certain nombre d'heures et un apprentissage théorique également. Et pour pouvoir après voler de ses propres ailes avec son brevet de pilote. Et ensuite, pour pouvoir faire des compétitions, il faut avoir un minimum de 50 heures de vol en tant que pilote. D'accord, 50 heures, oui, ça ne s'acquiert pas si facilement que cela. On n'est pas prêt d'avancer aussi vite que vous, en fait, Clément. Ça se fait étape par étape. La compétition, c'est venu tout de suite pour vous ou... Pas vraiment, non. C'était parce que mon père n'était pas forcément dans le milieu de la compétition. Je n'avais pas immédiatement envisagé d'en faire.
mais fréquentant des autres pilotes comme Laure, voilà, qui ont dit bah tiens ça peut être sympa, faire un championnat de France. Et puis donc j'ai fait mon premier championnat de France et je me suis très vite pris au jeu. Je pense que j'ai une âme de compétiteur au fond de moi qui a émergé et je me suis vite pris au jeu. Je me suis vite entraîné un peu plus régulièrement. Je me suis intéressé plus à des outils de navigation pour améliorer la navigation en l'air, etc. Et voilà, après quelques essais, j'ai atteint un meilleur niveau. Voilà, où j'ai fait mes premiers podiums en championnat de France. On a des champions de France sur ce plateau. Et il est question aussi, on parle de cette pratique loisir, mais il est question, vous l'aurez compris, de la compétition aussi pour ces sportifs à part entière. La compétition, elle se déroule comment? Par exemple, c'est France. Angélique, comment il se déroule? Puisqu'on a dit point A, le point B, on ne le sait pas à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut du coup juger? Vous nous avez parlé de ces marques qu'il fallait atteindre. C'est tout, entre guillemets, parce que j'imagine que ce n'est pas simple du tout, mais c'est la seule chose qui départage les concurrents lors de ces championnats? Non, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un championnat, ça se déroule sur plusieurs jours. Ce n'est pas une seule journée, donc il y a plusieurs vols qui permettent au directeur des vols de faire plusieurs épreuves différentes. Donc soit des épreuves physiques, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des cibles. Tout à fait. Donc là, c'est facile, entre guillemets, parce que ça se matérialise visuellement. Avec ce fameux marqueur, le deuxième objet, vous pouvez peut-être nous le montrer. Alors voici le marqueur. Voilà. Donc c'est un petit sac de sable lesté qui fait 70 grammes. D'accord. C'est ce qu'on jette par-dessus la nacelle pour atteindre la cible. Donc soit on le lance en le jetant parce qu'on a le droit d'après la feuille d'épreuve du directeur des vols. D'accord. Soit nous sommes obligés de le larguer, ce qu'on appelle par gravité, c'est-à-dire juste de le lâcher sur le rebord de la nacelle. C'est-à-dire que pour être précis, il faut être à quelle taille, à quelle distance du sol, quelle taille du sol? Oui, je parle bien, moi. Je suis un bon scientifique. À quelle distance du sol? Plus on sera près du sol, plus on sera précis dans le lancer du C'est marqueur. une réponse de Normand. Pour bien faire, là, par Pour exemple. bien faire, en passant à 1 mètre du sol, What? au plus près de la cible, on est très précis. Voilà. Il faut évidemment pas que la nacelle touche le sol. Non, nous Sinon, n'avons pas le droit, sinon il y a nous chaos. avons des pénalités. Sinon, Angélique nous met les pénalités. Attendez, un mètre du sol. C'est une vraie rase-motte, La quoi. plupart du temps, on lance le marqueur entre le sol et 100 mètres en moyenne. Donc là, on s'amuse à chatouiller le sol et quand on y arrive, on est en plein gaz, quoi. C'est ça l'idée derrière pour reprendre l'altitude? Plein gaz, pas forcément plein gaz, ça va être en fonction de la suite du vol. Voilà. Si le vent qui nous intéresse pour la suite du vol se situe plutôt au niveau du sol, on peut continuer à voler au niveau du sol, il n'y a pas de problème. La montgolfière se déplaçant assez lentement, finalement, on a le temps de sauter les obstacles. Voilà, c'est pas comme un avion qui avance à 150 km/h, où là, effectivement, s'il est au sol, il s'expose immédiatement aux obstacles. Là, la montgolfière, c'est quelque chose de plus lent. Donc on a le temps de passer les obstacles, donc on peut rester au sol, il n'y a pas de souci. On le verra très bien dans ce documentaire qui va suivre, réalisé par Angélique justement. C'est Descente froide, déjà, comment vous voulez s'appeler, comment? Descente froide. Descente froide, là où on s'approche tout près de cette cible. C'est assez magnifique. Où on apprend aussi dans ce documentaire que vous partez par équipe, que les Béotiens ne connaissent pas. Donc l'identité de cette équipe au sol qui suit et qui vous dirige quelque part, même complètement, depuis le plancher des vaches. Et ça, c'est assez passionnant, ce travail d'équipe dont on se rend compte et où on apprend aussi, et on va le voir avec cette séquence, qu'évidemment, c'est pas anodin si on fait plus de baptêmes quand il fait beau l'été. Ouais, ça peut, oui.
Alors ce matin, on a décollé et puis on a eu un petit souci. Au bout de 2 minutes de vol, on s'est retourné et on s'est rendu compte qu'il pleuvait derrière nous, 500 mètres derrière. Et en 1 minute, on commençait déjà à sentir des gouttes sur les ballons. Donc moi j'ai pris la décision de me poser immédiatement, donc j'ai pris un champ tout de suite en dessous de moi et j'ai pas tenté de faire la première cible. Tant pis, mais je savais pas s'il allait avoir un coup de vent, je savais pas s'il allait avoir du tonnerre, il pouvait grêler, pleuvoir plus fort. On sèche. On sèche Le ballon. On a fait un vol un petit peu space, donc on a eu la chance d'avoir ce joli terrain pour poser à côté de la cible, on s'en est pas privé puisque le vol était annulé. Il y a des séquences comme ça, effectivement, ça ne pardonne pas la pluie, donc vous l'aurez compris, en tout cas sous certaines conditions et sur certaines densités, c'est rédhibitoire tout simplement pour ne pas mettre en danger l'équipage, j'imagine, Laure. Oui, tout à fait, il ne faut pas que la pluie vienne ruisseler à l'intérieur du ballon. Ça peut être dangereux effectivement de voler sous des conditions de forte pluie. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, le vol a été annulé pendant cette compétition-là et on s'est posé rapidement. Donc là, on parle donc de cette épreuve des championnats de France. Comment on fait quand c'est comme ça une épreuve qui est reportée? On a dit qu'on pète sur... Donc il y a 2 sessions, hein, une au lever du soleil, une le soir. Comment on fait? On en cale une autre sur une demi-journée à venir? Comment ça se passe ou c'est annulé? Non, en fait, comment dire, on peut pas la période du championnat est de toute façon définie depuis le début, donc c'est juste un vol où il n'y aura pas de points qui seront comptabilisés. Et oui, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a les épreuves physiques, mais il y a aussi les épreuves virtuelles, donc qui sont en 3D. Et là, c'est des épreuves qu'on ne peut pas voir visuellement. Il faut forcément avoir un ordinateur ou une tablette ou un GPS, etc. pour pouvoir se repérer dans le ciel. Et ces épreuves-là permettent également aux pilotes de récupérer des points, enfin de gagner des points en tout cas, en fonction de leur précision, de leur choix. Donc la boussole, c'est fini en fait. Il faut une tablette en l'air. Clément, on s'amuse avec les tablettes maintenant alors? Je dirais, moi j'utilise surtout la boussole avant le vol, voilà, pour observer la direction du vent. Ça, on n'a pas vraiment d'autres moyens. C'est sûr qu'en l'air, moi ça fait des années que je n'ai pas utilisé une boussole en l'air, à part pour montrer à des élèves, mais on fait toute la navigation maintenant avec des GPS, avec une carte numérique, voilà, qui va être beaucoup plus précis pour peaufiner le vol. Ouais. La genèse de ce projet documentaire, Angélique, puisque l'idée émanait de vous, c'est venu comment? Envie de parler de votre passion? Oui, alors il y avait vraiment beaucoup de points qu'on voulait aborder à travers ce reportage, mais c'est vrai que contrairement par exemple aux 3 pilotes qui sont présents, moi j'ai pas du tout de famille qui sont dans le milieu de la montgolfière. Je suis arrivée un peu par hasard et le titre du reportage s'appelle Le virus de l'air parce que c'est vraiment ce qu'on dit, c'est attraper le virus de la montgolfière. Et ce qu'on voulait aussi montrer, c'est que même si on n'a pas de famille ou si on n'a pas d'accessibilité directe au milieu de la montgolfière, on peut quand même y accéder, soit en tant qu'officiel, soit en tant qu'équipier ou navigateur, puis pilote ou tout d'abord pilote, enfin peu importe, en tout cas chacun un peu a son histoire. Donc ça, c'était vraiment faciliter le côté accessibilité à l'univers de la montgolfière. Après, c'est aussi un univers où il y a beaucoup de femmes, pas beaucoup en tant que pilote, même s'il y en a, et de plus en plus, mais il y a quand même beaucoup de femmes aussi au sein des équipes. 5 à 10%, je crois, de licenciés ou d'adhérents femmes, c'est ça? Un petit peu plus peut-être? Peut-être on va au président, on a le président est là, va pouvoir nous répondre, peut-être. Oui, compliqué pour vous répondre parce que les statistiques que j'ai, c'est équipier inclus, donc on est à plus, on est un peu plus de 10%, mais si on regarde que les pilotes, il faudrait refaire le calcul que j'ai pas précisément, mais je pense qu'on divise par 2 sans problème. Je vous ai coupé donc. On doit plutôt être à 5. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que l'autre aussi point fort de cette année qui était quand même très atypique, en 2021 le sera peut-être aussi, mais c'était aussi de à la fois retracer ce championnat pendant une période de Covid où quand même, il ne faut pas oublier que la grande question c'était est-ce qu'on maintient le championnat, et jusqu'à la veille du championnat on a failli annuler pour des raisons que vous allez découvrir dans le reportage que je vous invite à regarder. Mais enfin voilà, il y avait toute cette logistique et ce côté, ouais, c'est faisable, on peut le faire quand même. Et j'ai envie de dire, ça représente aussi la montgolfière dans le sens où ça paraît incroyable et impossible, mais si, on peut y arriver parce qu'on a envie et on veut persévérer. Et voilà, c'est la réussite
la persévérance. La belle image qu'on va garder. Président, donc Arc-et-Senans en 2020, ça s'est tenu. 2021, si tout va bien, où se dérouleront ces championnats de France ? Alors, si tout va bien, puisqu'on est un peu dans le même contexte, mais comme disait Angélique, jusqu'au dernier moment, pour des raisons météo, on ne sait jamais si on va voler. Et là, jusqu'au dernier moment, pour l'organisation d'un championnat, c'est à peu près la même chose. Mais cette année, si tout va bien, et j'y compte bien, les championnats se dérouleront dans le Grand Charolais et du 12 au 17 juillet 2021. Très bien, très bien. Président, j'espère que vous êtes bien installé. Vous avez peut-être pris une boisson chaude, quelques petites sucreries parce que c'est l'heure du doc. Hein, on va se regarder le virus de l'air tous ensemble. Ça vous va ? Parfait, merci. Eh bien, le temps pour nous de vous remercier à distance, de nous avoir accompagnés, de nous avoir aussi amené ce qui se fait de mieux du côté de la montgolfière, du ballon à gaz en plateau également. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus sur notre plateau. Merci aux équipes de Thomas Mutos. Évidemment, il y avait du beau monde en régie. On pense également à Bertrand, à Sandrine, à Clément, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Et évidemment, vous restez sur Sport en France, le virus de l'air. C'est maintenant. On prolonge cette émission avec la Fédération française d'aérostation. À bientôt.